Merci de m'avoir invité effectivement à présenter quelque chose que nous avons effectivement qui nous tient tous à cœur. C'est comment agir, comment réagir, comment peut-être pro-agir, on va mieux comprendre ce que ça veut dire, face à ces questions de changement climatique. C'est peut-être une des rares vertus de cette année 2017 dont Marc Duvernay soulignait le caractère atypique et lanceur d'alerte. C'est en tout cas de peut-être reléguer aux poubelles de l'histoire cet horrible mot de climato-sceptique qui n'existe peut-être encore aujourd'hui qu'en américain et encore, j'espère, pour pas très longtemps. En tout cas, la filière viticole, elle est, je ne sais pas si elle est en marche, mais en tout cas elle est en route aujourd'hui vers la mobilisation. En tout cas, on va essayer de le montrer et notamment en étant capable de se positionner par rapport à des visions d'avenir qui deviennent de plus en plus cohérentes et de plus en plus claires. La vision que l'on a, c'est en tout cas que le futur reste davantage à construire qu'à subir. C'est l'esprit que l'on a, qui était le nôtre quand on a... Comment ça marche ça? Voilà. Quand on a organisé une session avec une centaine de professionnels, l'initiative, vous reconnaissez peut-être les logos là, de tous les partenaires, et c'est quand même plaisant de voir que tout le monde est capable de s'unir dans la filière pour affronter ces grands défis. En tout cas, fin novembre dernier, vous voyez, il y a quelques semaines, on a essayé pas seulement de restituer, mais d'envisager ensemble les différents scénarios issus d'une recherche conduite et initiée par l'INRA, à laquelle Montpellier Supagro et bien d'autres participent, en même temps que 23 unités de recherche en France sur ces questions de changement climatique. À quoi pourrait ressembler donc la filière en 2050, compte tenu de ce changement climatique? Voilà les questions qui ont été débattues. À cette occasion-là, vous voyez une ambiance studieuse de travail, parce que ce n'est pas dans une situation simplement d'écoute, qui est nécessaire sans doute, mais qu'on pourra s'en sortir, mais bien plutôt dans une situation où chacun va pouvoir mettre la main à la pâte pour essayer d'agir sur ces questions. On a commencé par mettre les participants dans le contexte de ces enjeux du changement climatique. Je ne veux pas revenir dessus, mais vous savez que depuis un siècle environ, si on fait dater à peu près la période pré-industrielle, on a déjà augmenté d'1 degré. On va tout droit vers au minimum 2 degrés pour 2050. On n'ose plus croire même à 2,5 degrés, on finirait par trouver ça formidable, ce qui est déjà extrêmement problématique. Et on n'ose pas penser au scénario des 4 degrés qui reste possible et qui est là et complètement angoissant. Je ne suis pas venu là pour vous angoisser, mais plutôt pour inviter à réagir. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a un spectre. Il y a un spectre de l'horrible. Et les 4 degrés, c'est probablement le spectre de l'horrible. En tout cas, on n'y est pas encore. On a en tout cas une responsabilité dans la filière vin. On a déjà pris cette responsabilité. Vous avez pris cette responsabilité en vous interrogeant sur les possibilités de limiter les gaz à effet de serre. Et surtout, on commence véritablement à rechercher comment s'adapter à ce changement climatique nécessairement. Alors on le connaît, déjà les manifestations, les modifications du régime des pluies qui vont plutôt s'intensifier, même si les modèles sont moins clairs que sur les températures. Sur la température, c'est très clair. Le régime des pluies, c'est beaucoup plus erratique, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une modification du régime à laquelle il faut s'attendre. Une inventée des stades phénologiques, ça vous connaissez bien, la date des vendanges, ça a été démontré tout à l'heure. La sécheresse, ce n'est pas la peine d'épiloguer quand on a connu cette année 2017, avec les baisses de rendement, les changements d'équilibre sucre-acide, d'autres plus doctes que moi peuvent expliquer ça. Nous, notre sujet, c'était plutôt d'envisager ensemble des futurs possibles, donc, dans un scénario climatique qui est reconnu comme médian, c'est-à-dire qu'on se place plutôt dans une situation de 2 degrés, donc je vous ai expliqué que c'était plutôt un scénario minimum. Autour de 2 degrés, le GIEC n'ose plus vraiment y croire, on se rabat plutôt sur 2,5 degrés aujourd'hui, mais en tout cas, on est parti déjà sur ce scénario qui déjà oblige de toute façon à réagir. Les leviers, on les connaît, on va les développer, ils sont d'ordre technique, d'ordre avec les pratiques œnologiques, pratiques à la vigne, d'ordre spatiaux. On peut toujours essayer de bouger un petit peu, ou beaucoup d'ailleurs, la localisation des vignes. Ils sont d'ordre également organisationnel. Il faudra probablement qu'on s'organise différemment dans ce contexte, et réglementaire.
et c'est probablement la raison aussi de cette bonne interface qui existe depuis longtemps avec nos élus. La démarche prospective, donc je vous le disais, vous avez bien compris qu'en tout cas, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, mais plutôt de le construire. C'est en tout cas ce que nous avons envisagé. Comment est-ce que l'on a raisonné cette affaire et comment on l'a présentée? Finalement, suivant deux axes. On s'est dit que dans tous les cas, probablement que d'une façon ou d'une autre, les grandes voies d'action vont être sur un axe horizontal qui va probablement mobiliser de l'innovation. On ne voit pas comment on s'en sortirait autrement qu'avec l'innovation. D'ailleurs, on n'a jamais fait que ça dans le monde viticole, quoi qu'on en dise, malgré les pesanteurs éventuelles qu'il faut souligner ici ou là, malgré les institutions qui peuvent parfois être un petit peu frileuses, parfois, mais en tout cas, on sait bien que la filière, depuis le phylloxéra, de toute façon, on s'en est sorti par l'innovation et s'en sortira par l'innovation. Et les prédictions, à ce moment-là, des Américains qui ont écrit il y a quelques années que 62% du vignoble français serait impropre à la production de raisins et de vins en 2050, se révélerait exact s'il n'y avait pas l'innovation. Donc, de toute façon, la question, ce n'est pas innovation oui, non, c'est quelle ampleur, quelle nature d'innovation. Donc, on a établi un modèle dans lequel on partait de pas d'innovation du tout, ce qui n'existe pas, parce que le vigneron lui-même, tous les jours, il innove. Il n'a pas besoin de la recherche, d'ailleurs, pour faire ça. Et puis la recherche, heureusement, est là aussi pour l'aider, mais pas seulement la recherche publique, la recherche privée, et puis les organisations et l'institution de la filière participent toutes à leur niveau à cette innovation. Ça peut aller de la modification de densité, l'irrigation, on l'a évoqué, et puis même des mots qui fâchent. En prospective, on ne s'interdit pas des mots qui fâchent, en matière de biotechnologie, en matière éventuellement de choses qui sont aujourd'hui impensables parce que irrégulières, c'est-à-dire illégales, mais peut-être qu'un jour ou l'autre, en tout cas, l'art de la prospective, c'est de ne rien s'interdire. L'autre axe vertical, c'est celui qui dit que c'est possible, parce que ça se fait déjà, parce que d'autres le font, parce que personne ne s'interdit d'y penser. Il faudra envisager peut-être des petits déplacements ou des moyens déplacements ou des grands déplacements. Les petits déplacements, vous les connaissez, c'est comment on va rechercher peut-être un peu plus de fraîcheur quand on va replanter sa vigne dans des zones où on va peut-être avoir des réserves en eau plus évidentes, un peu plus de fraîcheur en montant un petit peu. Et puis ça peut être monter un petit peu plus dans l'appellation à quelques kilomètres. Et puis ça peut être aussi, les journalistes adorent ça, envisager, entre guillemets, pas du champagne, mais des choses qui ressembleraient en Angleterre, etc. Ça le mérite en tout cas, et c'est un des mérites aussi de ces journalistes, de faire réfléchir et de brandir des spectres. En tout cas, vous voyez bien que ça détermine 4 grands types de scénarios qui sont pour nous des scénarios intéressants à réfléchir. Un scénario conservateur, dans lequel on ne bouge pas beaucoup et on n'innove pas beaucoup. Un scénario innovant dans lequel on ne bouge pas beaucoup, mais on va innover. Un scénario nomade dans lequel on ne va pas innover beaucoup, mais on va bouger. Et un scénario libéral dans lequel l'aventure de l'innovation conjointe au déplacement va être probablement contemporain de grands changements institutionnels et de la connaissance. Sur la connaissance. En gros, je passe très vite, on a pour ça établi un canevas, mais là je ne vais pas le développer, avec des changements du contexte général, qui voit de la prise de la politique de santé, Marc Darnay en parlait, la santé publique, position des pouvoirs publics par rapport à l'alcool, par rapport au vin, la préservation de l'environnement, les outils de financement de la recherche par l'État ou pas, la gestion planifiée de l'espace viticole, mais aussi le contexte viticole international, quelle évolution non seulement de la production et de la consommation, mais de la définition internationale du vin. Et quand je parlais d'innovation, on va à un moment donné parler dans ce contexte international reconnu, normalisé par l'OIV. Le contexte vitivinicole local et national également, quelle relation filière-recherche, quelle attitude des consommateurs par rapport au goût des vins, et puis les conséquences sur la filière et ses performances. Pour chacun de ces scénarios que je vais rappeler rapidement, eh bien, nous avons ce canevas qui va bouger d'une façon ou d'une autre. Pour la stratégie conservatrice, on imagine qu'en 2050, si on n'a pas bougé, on est sur une stratégie conservatrice, on n'a pas trop bougé, on modifie le moins possible l'implantation des vignobles et les pratiques, à la vigne comme à la cave. La recherche a été peu sollicitée dans ce cas et les acteurs ont subi le changement climatique, sans pouvoir vraiment bénéficier de grandes innovations, d'autant moins que les contraintes réglementaires sont restées les mêmes. On a une production à ce moment-là qui devient aléatoire en quantité et en qualité, et finalement au gré des vagues de ce changement climatique. On a une viticulture qui, à ce moment-là, risque fort de se rétracter, avec certaines IGP qui constituent encore des îlots de résistance. Et la seule valorisation qu'on peut faire dans ce cas-là est plutôt associée
au côté paysager et culturel qu'au côté véritablement consommation de vin qui devient un peu sous le regard sourcilleux des pouvoirs publics. Pour faire très simple, le scénario innovant, lui, imaginons qu'en 2050, cette stratégie innovante qui était suivie, eh bien, elle a consisté en une introduction massive d'innovation pour maintenir un vignoble dans les aires géographiques telles qu'on les connaît, telles qu'on les reconnaît, ainsi qu'un profil de vin comparable à celui qu'on connaît aujourd'hui. Pour faire ça, eh bien, si on innove et qu'on veut un profil de vin comparable, il faut que la recherche soit fortement sollicitée pour bâtir les connaissances utiles, surtout dans un contexte où les attentes sociétales continuent d'être fortes en matière d'environnement et de santé, et où aussi l'espace agricole, vous le savez, est fortement réglementé. Il sera probablement de plus en plus pour réserver les terres les plus fertiles, non pas à ce produit qui semble quand même un peu superflu, si on est 9 milliards d'habitants, et sur lesquels il faut quand même réserver d'abord les terres fertiles à l'alimentation, ce qui est une véritable problématique qui n'est pas du tout secondaire pour nous. Un autre scénario, une autre stratégie possible, on va peut-être changer les piles de ce truc-là, mais bon, il faut que j'apprenne à m'en servir. Ah, il y a une animation qui s'y met. Bon. C'est peut-être pas par là qu'il faut le pointer? Là? Non, mais le... Ah ouais, ouais, d'accord. Ça vient. La stratégie nomade, imaginons qu'en 2050, on ait développé cette stratégie nomade, eh bien, on a une migration progressive du vignoble vers des zones plus favorables, soit à l'intérieur des aires actuelles, plus d'accès à l'eau, d'altitude, ou de manière plus importante vers des régions plus septentrionales. Pour échapper aux nouvelles conditions climatiques, conserver le profil des vins de ce qu'on connaît aujourd'hui, que les consommateurs continuent de rechercher, alors que les contraintes sociétales sur l'alcool et la santé publique ont imposé à la filière de restreindre encore les intrants. On voit à ce moment-là possiblement apparaître de nouveaux vignobles sur un modèle des AOP peut-être, ou peut-être pas. Vous voyez qu'on ne s'interdit rien. En prospective, on peut imaginer que d'autres modèles apparaissent sur la base de ces territoires. Le dernier, c'est le scénario libéral, sur lequel on a invité les participants à réfléchir également. Ce scénario, eh bien, dans ce scénario, les limites réglementaires et géographiques ont été repoussées. Vous voyez, on est vraiment innovation maximale et nomadisme maximal. Pour en arriver là, il a fallu autoriser les opérateurs individuels à mettre en œuvre les techniques et à implanter les vignobles là où ils le souhaitaient, tout en se conformant aux exigences réglementaires qui existent. Dans ce scénario libéral, il y aura toujours quand même, probablement, des exigences réglementaires en matière environnementale et sanitaire. Ce contexte, à ce moment-là, est favorable à l'apparition de nouveaux investisseurs, issus de la filière ou pas, issus de la région ou pas, et aux négoces qui ont réussi à transporter ailleurs des réputations acquises. De plus en plus de vins technologiques peuvent être élaborés et l'accès à la recherche-développement, dans ce cas-là, devient privatisé, ce qui peut fragiliser les entreprises de production traditionnelles. Vous voyez que ces scénarios sont relativement ouverts et sur lesquels, et ce qui nous intéresse, c'est évidemment d'aller essayer de se prononcer. Comment est-ce qu'on a procédé? Eh bien, on a procédé de la façon suivante, en demandant la centaine de professionnels de tous bords, avec une quarantaine de pourcents qui étaient issus de la production, eh bien, de leur dire de se prononcer en disant, mais dans ce cas-là, pour chacune de ces stratégies, quelle influence, quelle incidence ça a pu avoir, quels enjeux et conséquences, comme on dit dans notre jargon, en matière technique, en matière de segmentation des marchés, en matière d'acteurs et de territoires, et en matière d'organisation de la filière. Vous aurez l'occasion de constater les différences. Je vais beaucoup développer ce qui va surtout se développer se passer dans le cas du scénario innovant. C'est pas un artefact, c'est parce que vous allez comprendre que c'est ce scénario innovant qui a été largement choisi dans quelques instants. Mais d'une façon générale, sur le plan technique d'abord, si on veut résumer ce qui est ressorti de cette consultation, le matériel végétal, résistance à la sécheresse, aux maladies, à la productivité, à la tardivité, eh bien, les pratiques culturales, les modes de conduite, la réduction des intrants et la mécanisation sont présents dans toutes les stratégies. On n'échappera pas à ça. Scénario innovant ou pas, on n'échappera pas à ça. Même dans la stratégie conservatrice,
les gens considèrent qu'on va rentrer dans cette problématique. Ceci indique bien d'ailleurs que dans cette région, le changement climatique est perçu comme une menace immédiate. L'irrigation, Marc Dubernet le soulignait, René Moreno en parlait également, c'est pour les participants une technique incontournable, même dans la stratégie conservatrice, et les risques associés, compétition, raréfaction de la ressource en eau, surtout des aquifères qui peuvent être éventuellement fossiles et limités, inquiètent fortement les participants. La gestion précise des apports en eau va se poser et mobiliser sans doute la viticulture de précision et envisager évidemment dans les stratégies innovantes, nomades et libérales. Les pratiques œnologiques, on voit qu'on est en train d'y toucher. On était hier à l'OIV quelques-uns. On voit que c'est une tendance lourde. Oui. Ils sont également mobilisés par toutes ces trajectoires-là. On voit bien que tous les jours, on remet en question des fondements, des choses qui étaient impossibles il y a 10 ans, des techniques en matière de pratiques œnologiques, de techniques membranaires, d'utilisation de tel ou tel adjuvant ou additif. Et ces questions pourrait aller éventuellement jusqu'à remettre en cause ces deux grands piliers de la viticulture française depuis 1907, mais mondiale depuis 1924, création de l'OIV, c'est-à-dire l'interdiction du mouillage d'abord et l'interdiction de l'aromatisation, même naturelle, des vins, ce qui apparaît comme une verrue dans tout le reste de l'agroalimentaire. Donc ça, c'est une grande question. En tout cas, ça inquiète à la fois et en même temps, ça apparaît comme une piste probablement à interroger, peut-être avec parcimonie, avec intelligence, mais en tout cas, on ne peut pas s'interdire d'y penser. La réduction des surfaces en AOP, la privatisation de la R&D intéresse beaucoup. En matière de segment de marché, eh bien, il s'agit surtout de produits locaux à forte valeur ajoutée qui apparaissent dans le spectre de ces scénarios, avec une diversification de l'offre, peut-être des opportunités de circuits courts, d'une plus grande facilité pour produire des vins bio, notamment dans la stratégie libérale. Dans tous les cas, on pense qu'on ne va pas faire l'économie d'une segmentation plus forte, notamment qui va replacer probablement les AOP dans leur dimension différenciation, réelle différenciation, compréhension par les consommateurs. Il y a même des scénarios qui font apparaître sans doute des menaces sur la compétitivité de notre région, sur les entrées de gamme. Il est possible qu'on continue à être un peu pénalisé sur ces segments de marché. Autre souci, sur la troisième problématique, celle des territoires et des acteurs. Bon, voilà. La réduction du nombre d'acteurs dans la filière est un souci, est un spectre, une perspective, notamment des structures familiales et traditionnelles auxquelles notre viticulture est fortement attachée, qui fait vivre nos territoires. Ça apparaît comme une menace à peu près dans toutes les stratégies. Et cela est perçu comme extrême dans la stratégie libérale. Dans la stratégie conservatrice, on maintient quelques vignerons indépendants, sans doute, mais même dans ce cas-là, la concentration des acteurs, notamment vers l'aval, pour les stratégies innovantes et nomades, inquiète beaucoup. Pour les participants, l'existence de ressources en eau est un moteur des évolutions et de la concentration également pour les stratégies nomades et traditionnelles. Dans la stratégie innovante et libérale, eh bien, là, c'est une note peut-être positive, une apparition de nouveaux acteurs qu'il va falloir également anticiper. Oui, d'accord, j'ai presque terminé. Les structures régionales, la grande question, c'est est-ce qu'on va être capable d'intégrer tous les acteurs de la filière, notamment ces nouveaux métiers, tous ces acteurs de l'environnement, de la santé. Est-ce que cette filière va se trouver renforcée ou pénalisée par cette mobilisation? En tout cas, ce qu'on a tenu à faire aussi, ça n'a pas valeur de statistique, mais c'est toujours intéressant, quand on a une centaine de professionnels de la filière qui sont diversifiés, de leur poser la grande question qui transforme ces scénarios qui sont ni vrais ni faux, ni probables ni improbables, en pistes stratégiques, c'est qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces histoires? Est-ce qu'il faut faire simplement de la veille? Est-ce qu'il faut se dire, je ne sais pas si ce scénario va se passer, mais en tout cas, s'il doit se passer, il faut s'y préparer dès maintenant, ce qu'on appelle la réactivité anticipée? Est-ce qu'il faut se dire, ce scénario me plaît, et à ce moment-là, il faut dire, qu'est-ce qu'on fait pour maximiser ses chances d'arriver? Ou ce scénario ne me plaît pas, pour activité négative, qu'est-ce qu'on fait pour surtout qu'il ne se passe jamais? Et à ce moment-là, eh bien, on a tiré, vous voyez, un petit tableau, une espèce de reflet probablement quand même de ce qu'on pense dans la région, c'est-à-dire que, vous voyez, ce qui ressort, c'est presque 4 sur 5, 82% des gens qui pensent qu'il faut aller vers la stratégie innovante, évidemment, il faut favoriser ça. En même temps, il faut aussi peut-être, il y a presque un quart qui pense qu'il ne faut quand même pas négliger, si on pouvait garder un peu les intérêts de la stratégie conservatrice, ce serait pas mal.
Et un certain nombre pensent également que, eh bien, il faut aussi se garder de la stratégie libérale. Vous voyez, 52% disent qu'il faut pénaliser, qu'il faut faire surtout que cette stratégie ne se déploie jamais. Eh bien, des pistes d'action, c'est comme ça qu'on les construit en prospective stratégique, c'est en se disant qu'est-ce qu'on va faire qui à la fois va permettre de se préparer à des scénarios qui nous paraissent importants, réactivité anticipée, vous voyez, stratégie nomade, il faut peut-être s'y préparer, 39%. En même temps, faire tout pour bloquer le scénario libéral, 52%, tout en favorisant une stratégie innovante, 82%. Pour votre gouverne, je terminerai avec ça, sachez que cet exercice-là, nous l'avons fait aussi dans 5 autres grands vignobles français, à Bordeaux, en Bourgogne, en Alsace, en Champagne et en Côte-du-Rhône. On commence à avoir une vision donc interrégionale, voire nationale, pour servir, on l'espère aussi, une stratégie nationale à travers un groupe de travail que les présidents à la fois de l'INAO et de France Agrimaire ont eu la bonne idée de créer donc, sur notre proposition il y a quelques mois et qui fonctionne, qui se réunit encore demain d'ailleurs, en bonne harmonie avec la profession et le CNIV et l'ensemble des opérateurs français pour essayer d'anticiper au niveau national avec une stratégie. Tout ça en accompagnement aussi d'une nouvelle vague de recherche à travers le projet LACAV, auquel il faut rendre hommage, puisque l'INRA, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas l'INRA a été plutôt promoteur, plutôt innovateur dans ce domaine-là il y a quelques années déjà, et au bénéfice de la filière sans doute. Merci, j'ai été un peu trop long, mais merci de votre attention. Merci beaucoup, merci Hervé.